Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, la review de la Week 1. Enfin, on y est. Déjà, alors pour la faire brève, il y a eu des matchs qui sont déroulés jeudi et vendredi. On en a parlé, on a fait la review dans l'épisode Twitch que vous pouvez revoir en replay du 1-2-6 sur The Trick Play Podcast. Sur Twitch, donc, on avait parlé des matchs de UNC Virginia Tech, victoire de Virginia Tech, upset de UNC, Boise State UCF avec 7 victoires et 7 remontadas de UCF extraordinaire, et Minnesota qui s'est incliné de peu face à Ohio State. Des gros matchs qui étaient assez sympas, voilà. Donc n'hésitez pas à aller revoir tout ça aujourd'hui. Je suis avec 4 compères. Déjà, il y a notre poteau Gus de Notre-Dame. Salut Gus. Salut Elio. Notre ami le cowboy Dolmis. Salut Val. Shalom, salam, salut. Je vous passe le salam, comme dirait cette gecko. Notre ami Ryan d'LSU Algeria. Salut les mecs, et c'est LSU France, commence pas avec ça toi. Et salut à notre pote Kevin d'Oregon. Salut Kev. Ça marche Kevin, on se voit la prochaine fois, il n'y a pas de problème. On est ensemble. On démarre avec de la Pac-12 en match hors conférence qui voyait UCLA accueillir un gros membre de la SEC. Qui n'est autre qu'LSU. LSU qui était classé 16e au classement Epipol top 25 de pré-saison. Et Ryan, tu vas un petit peu nous parler de ce match parce que tu l'as regardé jusqu'au bout de la nuit. Comment tu l'as vécu? Quel est le score? Qu'est-ce qui s'est passé? Mal. Donc le score, UCLA nous a donc battu de 11 points, 38-27. Et mal, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est que pour le coup, on en avait parlé un petit peu dans le 1-2-6, je m'attendais vraiment pas à ça. Pour avoir vu aussi justement tout le match contre Hawaii, j'avais vu des failles qui me semblaient assez évidentes en fait dans le jeu de cette équipe. Alors il y a des bons joueurs, il y a des bons futurs prospects, il y avait des choses à regarder, mais je pensais vraiment qu'on était en capacité de les battre. Alors peut-être pas un top score, peut-être pas un truc de ouf, mais vraiment de faire un bon match, quoi, de faire un bon match et de repartir avec la victoire. Et en fait, j'ai vu tout l'inverse. Donc du côté de UCLA, on est resté sur les forces de cette équipe. Donc en attaque, un gros jeu au sol et ensuite ça passe via de la play action ou des passes assez courtes dans le quick game, et ensuite on laisse un petit peu ces athlètes faire le reste du travail. Mais vraiment un jeu vachement axé à la course. En défense, c'est passé par beaucoup de blitz. Quasiment tout le match était en blitz. On avait constamment 6-7 joueurs qui rushaient en fait notre offense, notre O-line qui est assez faible, et je pense que Chip Kelly s'est reposé là-dessus vraiment pour essayer de déstabiliser un maximum Max Johnson, qui n'est pas non plus le QB le plus expérimenté du college football. Et le problème, c'est que ça a marché, quoi. Ils s'en sont tenus à leur force et ça a marché. Ils nous ont clairement mangé. Ils nous ont broyé du début à la fin. Charbonnet, c'était une mixtape. Il pétait des plaquages comme moi, je mange des dragibus. C'est-à-dire beaucoup. Donc, très déçu. Extrêmement déçu. J'ai trouvé le coaching staff de LSU, mais aux fraises complètes. C'était n'importe quoi. Zéro ajustement. Deux seuls trucs qui m'ont fait kiffer côté LSU, c'est le duo donc Stingley et Rix en cornerback. Pour le coup, ils ont fait leur match, on ne peut rien leur dire. Et Keishon Boutte qui commence donc en première mi-temps avec un catch à mettre à son actif. Donc il a pris un catch pour 3 yards et 1 TD. Il finit le match à 9 catchs, 148 yards et 3 TD. Donc il fait son beurre sur la deuxième mi-temps. C'est juste dommage de voir que le coaching staff en fait soit ne croit pas en lui, soit ne l'a pas mis dans les meilleures conditions, parce que le mec c'est un crack, et voilà, je pense que sur un match comme ça il aurait pu vraiment faire la différence si on avait pu ou su lui mettre la balle dans les mains. Mais sinon ouais, non, j'ai mal vécu ce match, c'était pourri, et sans faire offense à UCLA, bravo à eux, ils nous ont marché sur la gueule, mais je pense que ce match là on leur offre. Kevin, d'un point de vue extérieur, t'en as pensé quoi de ce match? De l'avis de Ryan, en fait, c'est ce qu'on avait vu dans le preview, c'est que UCLA ils blitzent beaucoup. Ils sont en 4-2-5, il y a beaucoup de blitz DB. Et alors quoi, pour moi dire ce qu'a dit Ryan, de toute façon c'est leur game plan chaque semaine, de beaucoup de rush. Et de ce que j'ai vu, il y a pas mal d'actions où finalement ils s'en sortent LSU en offense avec du quick game. Tu sais, ils jouent là où ça blitz et tout, c'est pas trop mal, mais le problème c'est qu'ils ont pas. En vrai, pour moi, ils auraient dû jouer ça tout le match en fait.
Moi, c'est comme ça que j'attaque une défense qui blitz beaucoup, c'est beaucoup de quick game, et tant qu'ils s'ajustent pas, je vais gagner 5-6 yards sur de la hook, sur de la slant, sur de la screen. Le pire, Et en c'est que fait, c'est je du sais pas, college football, Kevin. c'est bizarre, quoi. C'est du college football, c'est avec les athlètes que tu as dans l'attaque de LSU. Je suis désolé, mais tu gagnes pas que 5-6 yards. Et on l'a vu Oui, sur voilà, le c'est shot ça. Oui, monté, oui, je non, crois mais que quand sur je le dis dernier 5-6 yards, TD, sur le dernier TD, il fait une hook, je crois. c'est un une truc flat comme ou une ça. hook, ouais, c'est un truc Ouais, devant il prend la balle la line scrimmage. il prend la balle à quoi 7-9 yards. Il Mm. te casse 2 plaquages, 2 raffus et il va au TD 20-30 yards plus loin. Ouais. C'est en fait, je comprends pas, c'est stupide, c'est une erreur de coaching et je sais pas, elle vient d'où et ça me rend ouf. Ça me rend ouf. C'est une Mais après, erreur de tu vois, coaching. pareil, j'ai vu tes tweets là sur de Tyrann Mathieu et tout. Le niveau communication, t'as un TD où t'as le mec qui joue une crosse en plein milieu et t'as les deux backers qui. T'en as un qui te parle, qui lui dit prends, et l'autre il l'écoute pas, il le laisse passer, le mec va au TD. Le premier TD de Dulcich qui met 75 yards, le mec il part tout seul en block and release sur la play action, il passe entre trois mecs, il y en a aucun qui le prend. Ah, Voilà, c'est. Après, encore une fois, c'est pour beaucoup d'équipes, c'est ce cas-là. Tu mets un petit astérix, tu dis vas-y, c'est la week one. Cadeau, vous avez un joker, c'est la week one, on va voir comment ça s'ajuste après. Mais mais effectivement, c'est un peu inquiétant. Il y a pas mal de choses qui sont inquiétantes niveau LSU. Et pourtant, ils ont un roster, ils ont un effectif qui est assez impressionnant, quoi. Mais voilà, niveau coaching, ça a l'air d'être un peu moyen. c'est clair. Kevin, je vais te garder parce que il y avait un autre match de Pac-12, donc encore une fois un match hors conf, mais avec une équipe de Pac-12 qui te concerne parce que c'est son équipe favorite, Oregon, qui réceptionnait Fresno State. Fresno State qui était sorti d'un très gros match face à UConn la semaine dernière. T'en as pensé quoi de ce match? Qu'est-ce qui s'est passé, le score, tout ça? Eh ben, on a fait se prendre une LSU, hein, on va pas on va pas se le cacher. Kevin Thibodeau nous met, je suis donc ouais, du coup de Thibodeau s'est blessé dès le deuxième quart-temps. Il s'est fait rouler sur la cheville par un coéquipier. Encore une fois, je rebondis sur comme quoi les previews qu'on a faites, elles sont pas toutes hors sujet. Hein. Voilà, on avait dit que Noah Sewell, Justin Flo et Kevin Thibodeau étaient les trois défenseurs les mieux notés de l'histoire d'Oregon qui seront ensemble sur le terrain. Les trois créent des turnovers et Oregon marque 17 de ses 31 points de ces turnovers-là. Enfin, la défense est bonne. La défense est bonne, il n'y a rien à dire. Il y a eu un petit letdown une fois que Thibodeau est sorti. Je sais pas si ça leur a mis un coup au moral ou. Après, effectivement, en pass rusher, on n'a pas un effectif qui est hyper deep non plus. Mais il y a pas mal de choses qui sont bonnes. Voilà, Justin Flo était pas censé starter. Finalement, l'inside backer devant lui, je crois que c'est Drew Matisse, il s'est blessé assez tôt. Justin Flo, il finit avec 14 plaquages. C'est le plus gros plaqueur de la semaine en NCAA. Voilà, défensivement, c'est pas dégueulasse. Offensivement, par contre, c'était plus compliqué. Je t'avoue que Anthony Brown, ça a été, il a le drive du TD pour Johnny Johnson juste avant la mi-temps est très très propre. J'ai adoré ce drive. Voilà, ça montre ce que Anthony Brown est capable de faire. Le game-winning touchdown qu'il met là sur une speed option où il garde la balle, il met un TD de 30 yards en slalomant dans la défense, c'est très beau aussi. Ça montre l'upgrade que c'est niveau athlétisme par rapport à Tyler Shaw qu'Oregon avait l'année dernière. Après voilà, quand on regarde ce qu'on a la semaine prochaine, c'est un peu plus inquiétant. Moi, le seul point positif entre guillemets que je verrais là-dessus, c'est qu'on sait qu'Oregon a la très fâcheuse tendance de se mettre au niveau de ses adversaires des fois. Et je me dis que voilà, le potentiel est là. Il y a un très gros effectif, très bien coaché par Mario Cristobal, pardon, et que ils se mettront au niveau contre Ohio State et que ce sera un gros match. Tu vois, j'ai pas envie de me dire, ah, vas-y, on a galéré contre Fresno, on va se faire piler à Columbus, ce qui est totalement possible aussi, hein. Mais voilà, je pense qu'ils seront à niveau pour aller jouer à Ohio State la semaine prochaine. T'as des news pour Thibodeau ou pas absent d'office pour la semaine pro? Je t'avoue que j'ai pas, je suis vraiment désolé, j'ai totalement raté les conférences de presse de Cristobal et tout, j'ai pas du tout rattrapé Oregon. Ce que j'ai vu des premières infos de ce que j'ai pu glaner vite fait par-ci par-là, c'est pas grave. Donc dans le sens pour eux c'est pas grave, ça veut dire pas grosse absence. Par contre effectivement je pense que tout va dépendre des entraînements de cette semaine. Donc là on est lundi, donc je pense que c'est tape aujourd'hui, c'est meeting, donc on n'aura pas de l'info ce soir. Ouais. Faudra attendre mercredi je pense. Savoir sur le field qu'est-ce que ça donne. Voilà. Est-ce que ça tient? Est-ce qu'en mettant trois rouleaux de bandage ça passe ou pas? Parce qu'on sait très bien que s'il faut qu'il prenne 3 cachetons et qu'il soit strappé comme un ouf, il sera sur le terrain. Mais voilà, on n'aura pas de news avant mardi, mercredi pour le match de ce week-end, je pense.
Gros match de prévu donc le week-end prochain face à Ohio State. On en parlera sur Twitch samedi dans le 1-2-6 qui démarre à 17h. Dernier match de Pac-12 dont on va vous parler, c'est quand même San Jose State qui affrontait USC. Grosse victoire 30-7 de USC. Val, c'était un match agréable. Ouais, c'était assez agréable. C'était pas non plus assez fou. Je pense qu'on a été tous un peu déçus de l'attaque de San Jose State, notamment avec le quarterback Nick Starkel qu'on attend un petit peu cette saison. Après, je pense que USC c'est quand même une grosse écurie, que c'était beaucoup trop fort globalement, que ce soit en attaque, en défense, sur équipe spéciale. Donc notez la grosse connexion de Kendon Slovis avec Drake London, le receveur qui finit avec 137 yards. Et voilà, il n'y a pas plus que ça. Pas plus que ça. Encore une fois, sur Twitter, allez suivre USC France, vous avez toutes les dernières infos. Et puis, la Pac-12, ça a été quand même un très mauvais week-end pour la Pac-12. Gus, il y a quand même on ressort le niveau de cette conf cette année de manière très tragique en week 1. Bah, si effectivement USC, Oregon et UCLA ont assuré, si je peux pas parler comme ça pour UCLA parce que c'était carrément un upset. Les autres équipes de Pac-12, ça a été une catastrophe. Stanford a été battu par Kansas à l'AT&T Stadium d'Arlington. Oregon State a été battu, Kansas State, pardon. Oregon State a été battu par Purdue dans une rencontre Big Ten Pac-12. Arizona a été battu par BYU, bon, celle-là on s'y attendait un petit peu plus, et Washington State a été battu par Utah State. Je terminerai avec le meilleur pour la fin, c'est Washington. Washington, les rivaux d'Oregon, les Huskies, qui étaient classés 20e à l'IP Poll, qui ont perdu face à une équipe de FCS Montana, 13-7. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire du college football en fait qu'une équipe FCS, donc c'est-à-dire grosso modo de deuxième division, bat une équipe de FBS première division classée à l'IP Poll. La dernière fois que ça a eu lieu, c'était en 2007 quand Appalachian State avait battu le numéro 5 national Michigan. C'est vous dire la performance exceptionnelle des Grizzlies, qui a bien su profiter du quarterback de Washington qui a été catastrophique. Je parle de Dylan Morris, il a lancé 3 interceptions. Donc voilà un bilan plutôt mitigé du côté de la Pac-12. Et il me semble que Val, toi, tu as regardé California-Nevada, avec notamment des joueurs hyper intéressants à suivre pour la prochaine draft. Ouais, c'est ça. Nevada qui a gagné 22-17 contre California. Donc c'était pas un résultat auquel on pourrait s'attendre, mais Nevada qui quand même possède Carson Strong, le quarterback qui est très attendu pour la prochaine draft, et son receveur Romeo Doubs qui finit avec un TD. Globalement, j'ai été quand même très déçu de l'attaque de California emmenée par Chase Gabbers, qui a vraiment eu beaucoup de mal. Et j'attendais mieux de leur défense, ils possèdent quand même quelques joueurs très intéressants. Mais est-ce que c'est ils perdent parce que c'est week 1, il faut se mettre en jambes, etc. Je sais pas. Mais Nevada à suivre absolument cette année. Pour vous, les fans de college football, et à noter le nom de Johan Claiborne, le defensive back de Nevada, qui a fait extrêmement mal à cette attaque de California et qui a mis à mal Chase Gabbers vraiment plusieurs fois. C'est lui, Val, qui réalise l'interception exceptionnelle, là, celle où il arrive à s'étendre pour aller chercher le ballon. Non, c'est Isaiah Esisima, ouais, c'est ça. C'est lui qui intercepte la balle. Ok, merci. Désormais, on passe du côté de la SEC et on va démarrer directement par le match, la grosse affiche du week-end, le match que vous attendiez tous, qui se déroulait du côté du stade des Panthers à Charlotte. Eh bien, c'était Georgia qui était classé 5e au classement top 25 et People de pré-saison contre Clemson qui était classé 3e et qui était en playoff l'année dernière. Clemson, victoire de Georgia, la plus petite victoire possible, 10-3. Quel affrontement, messieurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que ça vous étonne que le score soit aussi petit, quoi? Oui, je pense pareil pour tout le monde en disant oui. Dans le sens où, on sait que c'est 2 grosses défenses, et on en a eu la preuve samedi soir, 2 énormes défenses.
Mais enfin, pour moi, les attaques étaient censées rivaliser un minimum, et là, on finit avec. D'ailleurs, le seul touchdown, c'est un pick six quand même. Les deux offenses n'ont littéralement marqué qu'un field goal chacune. Ouais. Pardon. Et une interception par quarterback. Alors, Ouais, excuse-moi, c'est juste, assez impressionnant. je vais citer quand même pour les auditeurs. Alors, Ugalele et JT Daniels, à eux deux, combinent 313 yards. Donc, c'est même pas un score, c'est un score normal de quarterback solo. Et une interception chacun. C'était un désastre. C'était catastrophique pour eux. Ugalele qui avait pas de line, hein, faut se le dire aussi, s'est fait saquer 6 fois pendant ce match. La défense de Georgia qui a quand même fait un boulot monstre, extraordinaire. Est-ce que ça vous étonne quand même cette sous-performance des quarterbacks? Pour Ugalele, un peu moins que pour Daniels. Dans le sens où il prenait la relève quand même de Trevor Lawrence. Donc je sais qu'il y a des fans et des haters de Trevor Lawrence. Mais voilà, là c'est pas pareil, tu vois, quand tu passes après un mec qui a tout réussi, qui était littéralement la star du programme, je peux comprendre qu'en week 1, il est pas encore qu'il n'ait pas encore vraiment ses affinités avec les receveurs, les entraînements et les matchs, c'est pas pareil, pas la même pression, pas le même délire. Du côté de Daniels, ça m'a un peu plus étonné, effectivement. Alors par contre, la différence, c'est que DJ il est à peine à 50%, je crois qu'il est à 19 sur 37 à la passe. JT Daniels, c'est quand même un peu plus, je crois qu'il finit à 22 sur 27 ou 22 sur 29, je crois que c'est quand même un peu plus stable au niveau de la passe, tu vois, il y a un peu moins de déchets. Il lançait plus de passes sécures, mais c'est vrai que Saoline faisait aussi un meilleur boulot. Là, c'est ça, Clemson a pris l'eau. Hein. C'est ça. C'est ça. DJ, évidemment, il n'a pas fait un bon match, Ugalele, mais il faut regarder aussi l'état de sa O-line et la performance de la D-line adverse. Jamais il a été tranquille dans sa poche. On sait en plus que c'est un pur pocket passeur. Hein. Il n'a pas cette capacité comme Trevor Lawrence de courir, de faire des grandes courses. Dans ce contexte-là, tu peux rien faire. Toutes ces passes, les drop-backs, etc., ça se faisait avec précipitation. Pardon. Tu sentais qu'il se sentait mais vraiment harcelé, quoi. Non, c'était pas beau à voir. Un dernier coup de gueule, messieurs. Ryan, Georgia en playoff, du coup, grâce à cette victoire? Si la saison se passe bien? Honnêtement, j'en sais rien. Vu leur calendrier, c'est possible, mais en fait, juste avant le match, je sais pas avec qui j'en parlais. Je sais plus si c'était avec Val ou avec Gus ou peut-être même Kevin, je sais plus. Je disais que ça serait tellement Georgia en fait d'aller taper Clemson, tu vois. Et paumer un match pourri. Mais paumer un match vraiment naze, tu vois. Genre un match de SEC, mais clairement, et un truc qui va les... Ou tiens, contre Florida par exemple. Tu vois, aller jouer contre Florida et paumer ce match-là et du coup perdre leur place en playoff sur un truc comme ça. Ce serait tellement Georgia. Alors, je sais, on en a parlé un petit peu sur Twitter et les gens ils commencent à le savoir. Georgia, je les porte pas spécialement dans mon cœur. Mais en fait, c'est des matchs comme ça que j'attends d'eux pour vraiment pouvoir les prendre au sérieux. Là, ils ont fait un match patron. Contre Clemson, ils ont fait un match patron. Moi qui suis défenseur dans l'âme, j'aime voir jouer des belles défenses. Là, ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé voir ce match. Tu vois, même s'il y avait justement peut-être un peu moins de spectacle pour les viewers du college football, moi, ce genre de match-là, ça m'intéresse. Et ouais, pour le coup, Georgia, leur défense m'a impressionné, mais comme celle de Clemson. Clemson a aussi été au niveau défensivement, tu vois. Après, je pense qu'il faut se dire, c'est que on parle souvent des calendriers de Clemson et de Georgia, on en a pas mal parlé depuis le début d'année. Je pense que là, c'était pour chaque équipe le match contre la plus grosse défense qu'ils ont de l'année. Je pense qu'après, niveau défense, en face, le calendrier va un peu s'alléger. Donc, on pourra peut-être plus juger le niveau de Daniels et Ugalele. Ce serait un peu plus simple de juger. Là, ils sont vraiment tombés contre le mastodonte de leur schedule dès la week 1. Donc, je pense effectivement, au niveau évaluation QB et offense, c'était un peu plus compliqué pour cette semaine. Même si je pense qu'on attendait tous un peu mieux que la production qu'on avait samedi. Puis il y a de ça, et puis pour les gens qui suivent pas forcément souvent du football américain, on le dit souvent, mais c'est réel. Une offense, c'est plus dur à mettre en place qu'une défense. Une défense va être plus rapidement en fait apte qu'une offense. Donc effectivement, je pense que les deux offenses vont s'améliorer. Et puis comme tu as dit, ils ont affronté directement le gros morceau de leur calendrier. J'ajouterais juste que jamais une équipe, depuis que le format des playoffs à 4 existe, a réussi à se qualifier pour les demi-finales du college football.
avec une défaite dès l'opener. Donc on va voir si Clemson va faire mentir cette statistique. Match suivant en SEC, c'était encore un match qui allait qui voyait deux équipes entre de SEC et de ACC s'affronter. Alabama qui était classé numéro 1, donc au top 25 pré-saison face à Miami classé numéro 14, top 25. On en avait parlé donc sur Twitch. On s'attendait à une rencontre très serrée. Ça n'a absolument pas été le cas, messieurs. Victoire 44-13 pour Alabama. Qui menait d'ailleurs à la mi-temps 27-3. Voilà, Manny Diaz, grande D Manny Diaz pour Miami. Bryce Young, le quarterback sophomore, l'ancien 5 étoiles qu'on attendait tous pour remplacer Mac Jones, a fait un très bon match. 344 yards, 4 touchdowns, simple comme bonjour. Sincèrement, est-ce que vous attendiez à autant voir Miami se faire rouler dessus avec une équipe de Bama? Parce qu'il ne faut pas oublier un truc avec Bama, c'est qu'ils ont perdu pas mal de joueurs. Alors, ils récupèrent toujours des joueurs fantastiques. Mais quand même, c'est la week 1. Il y avait de quoi faire pour Miami. Moi, je pensais honnêtement qu'ils allaient rouler sur Miami, mais qu'il allait y avoir quand même des grains de sable, tu vois, dans la machine. Et il n'y en a eu aucun. C'est ça qui fait peur. C'est que si vous avez écouté un petit peu les previews, moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'Alabama, avec autant de changements sur l'attaque, c'était peut-être l'année, voilà, ils allaient avoir un peu de mal, ou peut-être qu'il y allait avoir des upsets qui se créent, mais en fait, non, les mecs, week 1, ça fait jouer des freshmen et ça roule sur tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que c'est une machine à rouler sur le college football? Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Je t'avoue que pour ça, j'étais un peu dans le même cas que toi. Pareil, je sais pas si tu te souviens des previews, mais on était beaucoup à dire ça, justement. En fait, je sais pas si on espérait quelque chose, tellement la domination de Bama ces dernières années était importante, mais ouais, je pense qu'on était tous du même avis en fait. On n'a jamais dit, tu vois, que Bama cette année allait être claqué. On disait que c'était peut-être l'année où il fallait justement, ils allaient peut-être être un peu moins bons que les autres années. Et donc on s'attendait peut-être à voir autre chose et voir justement, comme tu dis, quelques petites choses, quelques petits grains de sable qui permettraient de se dire que sur une affiche de notre équipe, on pourrait peut-être aller chercher Bama cette année. Les mecs, ils nous ont mis une clim, quoi. Ils ont mis une clim et je pense que ouais, ils ont mis une clim et ils ont rappelé à tout le monde ce que c'était que Bama, quoi. Tous ceux qui auraient pu le penser, bah ils sortent de la week 1 en se disant ah bah en fait non. Ah bah en fait comme d'hab quoi, Bama ça va casser des gueules toute l'année. Et par contre ouais, déçu de Miami, je m'attendais quand même à mieux, quoi. Je m'attendais à mieux de Miami. C'est les prochaines années, je vais les regarder de près Miami. Je m'attends à un renouveau et je pensais que ça pourrait commencer de là. Bah finalement pas du tout. Et comme quoi, Las Vegas avait raison, les gars. Oui. Ils prévoyaient, une Plus défaite de plus de 20 points. Personne prenait au sérieux, on va dire, cette cote. Nous, les premiers. Et au final, ça s'est passé. Et encore, Bama aurait pu faire encore plus mal à cette équipe. Le quatrième quart-temps. Comme d'hab, ils ont tourné. Je crois que le score 44-13, ça devait être le score en milieu de troisième ou un truc comme ça. Donc, c'est ça. Ça à la fin. Mais personnellement, je pense que Saban, il vient de mettre un coup à tout le coaching du college football, dans le sens où, comme on disait, tout le monde se dit vas-y, c'est l'année pour battre Bama, et le mec il prouve qu'il s'en bat les genoux de qui perd la saison, qui est drafté, qui quoi que ce soit. Tant qu'il est aux rênes de Alabama, faudra compter sur eux, quoi. Il a ramené des coachs de NFL pour coacher sa ligne offensive. Il y a un coaching staff qui est ouf, hein. Ouais. C'est Doug Marrone en line, ouais. En line et O'Brien en Bill O'Brien en cordo-off, c'est deux anciens head coach NFL qui étaient head coach l'année dernière, Doug Marrone du côté des Jaguars et O'Brien chez les Texans. Et encore une fois, moi je vais juste terminer là-dessus. Bryce Young, quand tu regardes le nombre de secondes qu'il a pour lancer, la O-line c'est phénoménal. Evan Neal aussi, qui sera le gros tackle de la prochaine draft. Donc voilà, si jamais vous voulez un petit peu scouter sur la O-line. Et puis en face, tu as Derek King qui essaye de courir pour sa vie. Donc voilà. Texas A&M qui ont battu Kent State assez aisément, 41-10. La Aggies quand même qui avait un petit coup de mou, qui menait seulement de 10-3 à la mi-temps, puis après ça s'est ressorti. Dustin Crum qui est quand même le quarterback un petit peu star de Kent State, qui a un beau potentiel en college football, n'a pas été très efficace. Ça a été un match compliqué quand même pour Haynes King, le remplaçant de Kellen Mond, l'ancien quarterback de Texas A&M, qui a lancé 3 interceptions. C'était assez dur, ouais.
J'ai juste un petit coup de gueule à passer sur Tamu. J'espère que Heinz King ne sera pas l'énième quarterback qu'ils n'auront pas réussi à développer. Merci Valentin Balayette. Après Johnny Manziel, Cash Manziel et Ryan Tannehill. Florida. Alors là, heureusement que Guigui n'est pas dans ce podcast, enfin pas dans cet épisode tout du moins. Florida a battu Florida Atlantic University, une des plus grosses facs du college football, on le sait tous. Emory Jones. Respect, Non, mais- Florida Atlantic. Emory Jones, le quarterback de Florida, a lancé 2 interceptions, contrairement à ce que Guigui nous vendait. Et son remplaçant, Tony Richardson, qui est un des meilleurs quarterbacks lycéens de sa QV, qui est sophomore, si je dis pas de bêtises, est assez vite rentré sur la pelouse pour le remplacer. Voilà. Valentin, un mot pour Emory Jones avant qu'on passe au match suivant? Il est nul. Merci. Mississippi State. Voilà, c'est bon, allez, on enchaîne. Pour revenir vite fait sur la petite pique là de Val, c'est pour le coup, moi tu vois, tu le sais, j'aime bien Florida Atlantic. Même si Florida gagne assez facilement le match, au final, je les ai pas trouvés si impressionnants que ça, tu vois. Genre justement, là, on parlait des grosses facs qui ont envoyé un peu des messages à droite et à gauche. Florida, je l'ai pas tant vu que ça le message. Alors ouais, FIU a rien fait du match. La défense a envoyé un message. Ouais, la défense, ouais. Après, tu me diras, l'attaque de FIU, c'est pas non plus le truc le plus facile à Ouais, mais contrer aussi. après la défense de Florida la saison dernière, je pense que Oui, on pouvait s'attendre à ce que FAU Par fasse quelque rapport à chose. ça. Parce que l'année dernière, Oui. c'était scandaleux quand même. Oui, j'entends bien. Ok, vu comme ça, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, ouais, l'offense m'a pas. Tu sais, j'ai pas été comme un ouf devant le match. Très bien, eh bien tu te débrouilleras avec Guigui du coup. Mississippi State qui a battu Louisiana Tech de peu. Mississippi State qui était de Mike Leach, qui était mené 31-14 au début du 4e quart-temps. Les Bulldogs ont réussi à inscrire 21 points en 12 minutes, notamment grâce à leur running back Joe Quavius Marks qui a été auteur de 2 touchdowns et leur receveur Jaden Walley. Donc victoire d'1 point pour Mississippi State. Tandis que Vanderbilt a perdu face à une FCS, Eastern Tennessee State, 23-3. Mais une défaite. Et puis, il y a des photos là, à domicile. Et j'ai vu les photos tout à l'heure. Il n'y avait personne dans le stade. Enfin, souvent, on se moque de Vanderbilt pour ça. Mais en réalité, c'était quand même le retour du public. Non, mais c'était. Alors, ok, ça joue une FCS, tout ça. Mais c'était le retour du public. Pour Vanderbilt, ça il n'y en avait pas. Non, mais après, c'est bien. Distance Covid au moins, tu vois. J'ai juste un petit mot à dire sur Vanderbilt, parce que je pense qu'on n'en parlera pas du tout de la saison. Je trouve que quand même, ils ont quelques joueurs intéressants et ils n'arrivent toujours à rien faire. Donc perdre contre des équipes de la SEC, ok. Perdre de cette manière contre une équipe de SCS, c'est vraiment pas normal. Ouais, Il va falloir qu'ils ont changé de coach, mais là, je pense qu'il y a un plus gros problème. Après, ils ont quand même un quarterback intéressant. Ils ont quelques joueurs intéressants. Enfin, ça doit pas perdre contre une équipe de FCS. Et enfin voilà, c'est vraiment, ça devient chiant pour eux quoi. C'est triste pour eux. J'avoue que Washington qui perd contre Montana, je suis heureux comme tout, tu vois. Mais tu vois, Vanderbilt, comme tu dis Val, ça me fait un peu chier pour le programme qui perd contre, surtout 23-3 à domicile quoi. C'est compliqué quoi. C'est chaud. On passe du côté de l'ACC, Mr. Augustin, Notre-Dame, qui se déplaçait du côté de Florida State. On annonçait une victoire plutôt facile pour Notre-Dame, qui était classée 9e au top 25 et People pré-saison. Finalement, ça a été excusez-moi du terme, mais ça a été un putain de match. Alors là, pour le coup, ouais, ça a été un match exceptionnel. J'en suis encore tout excité. Vous pouvez demander à Val hier, qui était avec moi à 5h du matin. J'étais limite en train de gueuler chez moi. Voilà, pour vous dire un petit peu toute la tension et la dramaturgie qu'il y a eu sur ce match. Ça a commencé fort puisqu'il y a eu une ambiance de malade. The Chomp, qu'est-ce que je dis moi Oh là 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 là. J'ai dit, l'incident diplomatique. Oh là 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 là. Les problèmes. Non mais voilà, le Tomahawk Chomp, qui était incroyable pour l'entrée des joueurs. Puis il y a eu l'hommage pour Bobby Bowden qui était aussi très émouvant. Donc bref, c'était un match piège pour les Irish parce que tu te déplaces dans un environnement hyper hostile avec des fans vraiment contre toi. Alors, ça a commencé plutôt bien pour Notre-Dame. Michael Mayer a été trouvé très très vite, ce qui lui a permis d'inscrire un premier touchdown. Mais
les Irish ont commencé à tomber en fait dans des petits travers qui se sont après révélés et multipliés tout au long du match, à savoir des plaquages dégueulasses, une secondary malgré Kyle Hamilton qui a été exceptionnelle, assez dégoûtante, c'est Paval qui me contredira. Voilà, tout ça a permis à Florida State de prendre en confiance. Jordan Travis, je parle juste en début de match, a été plutôt bon. Il a réussi à manager cette équipe, à sortir de sa O-line qui était catastrophique. Mais encore une fois, c'est parce que Notre-Dame n'arrivait pas bien à le plaquer, n'arrivait pas à terminer les sacs. Et c'est une chose qui m'a beaucoup énervé. On va directement passer au quatrième, à fin du troisième quart-temps, où Notre-Dame met 38-20, mais il y a eu un fait de jeu sur un roughing the kicker, bref, qui n'a pas été sifflé, et qui a permis de changer le momentum en faveur de Florida State. Et là, à partir de ce moment-là, Florida State s'est métamorphosé. Déjà, Gus, juste oublie de parler que quand Mackenzie Milton est rentré sur le terrain, il s'est passé quelque chose. Ouais, c'est que le mec, il a tellement une grosse aura. Comme Val dit, Jordan Travis a marqué déjà un premier touchdown pour revenir à 38-28, qui a été en plus converti à 2 points. Puis il s'est blessé et c'est là que Mackenzie Milton, l'ancien quarterback de UCF, qui a été l'auteur de la magnifique campagne des Golden Knights en 2017 et qui s'était blessé très très gravement à un point où les médecins pensaient qu'il fallait l'amputer, a fait un match exceptionnel. Il a fait 2 drives exceptionnels. Il trouvait tous ses receveurs, des passes laser. Il arrivait même à courir, à se débarrasser de ses défendeurs. Bref, il nous a vraiment sorti une masterclass. Et il a permis à son équipe de recoller à 38-38 pour aller en prolongation. Et c'est là que ça devient drôle. Vous savez, les règles des prolongations en college football sont différentes. Florida State n'a pas réussi à scorer et les Seminoles ont raté leur field goal. Ce qui faisait que Notre-Dame devait inscrire au minimum un field goal pour remporter le match. C'est ce qui s'est passé et Notre-Dame a remporté la partie 41-38. Je terminerai sur cette présentation du match avec quand même 2 conclusions. La première, et elle me concerne, c'est que Kyle Hamilton est un putain de joueur. Il a réalisé 2 interceptions, mais de très très haut niveau. Et la troisième, c'est lui qui est collé au cul du receveur, pardon. Il casse le catch et c'est intercepté derrière. Donc il en a, ça c'est pas dans les stats, mais il en a 2,5 quand même. Voilà, moi je parle d'Aceman Moment. Bon, je sais qu'il l'aura pas, mais il a marqué la rencontre de son empreinte. Et ma deuxième conclusion, c'est que Florida State n'est pas si nul que ça. J'entends par là que moi qui m'attendais à une défense pas si bonne, elle a été super dans le sillage de Jermaine Johnson, l'ancien defensive end de Georgia qui nous a fait beaucoup de mal, qui a transpercé plusieurs fois la O-line pour aller saquer Jack Cohn qui termine avec 4 TD et un record de yards pour un opener dans l'histoire de Notre-Dame. Donc voilà, FSU qui s'est aussi appuyé sur un super jeu à la course avec le running back de Jashon Corbin. C'est une équipe qui va pouvoir se construire sur cette défaite, aussi cruelle soit-elle. Mais le programme va dans le bon sens. Ça ne m'étonnerait pas de les voir continuer à faire du grabuge cette année et pourquoi pas face à Clemson et face à Florida en fin d'année. Surtout quand tu as un running back tel que King Corbin, le meilleur joueur de tous les temps. Georgia Tech qui a perdu face à une FCS, Gus. Ouais, voilà, on parle encore. La FCS a été très très bonne ce week-end. La preuve en est, Northern Illinois qui a battu Georgia Tech 22-21. Puis Duke a été aussi battu par Charlotte. Bon, Charlotte n'est pas une équipe FCS, c'est une équipe du Group of 5 en FBS, de la première division -A. Grosso modo, sur une magnifique conversion à 2 points à quelques secondes de la fin. Bref, encore là, une action magnifique qui met Duke à terre une fois de plus. Et voilà, ça va vraiment mal pour les Blue Devils. C'est intéressant quand même de voir ces équipes, pas que FCS, comme tu as dit avec Charlotte par exemple, mais en tout cas, ces petites équipes qui profitent de la Week 1 pour vraiment tout donner et s'imposer, c'était sympa à voir. On part du côté de la Big 12 cette fois-ci. Conférence Big 12. Encore une petite équipe qui a failli créer un upset. Alors petite, on s'entend. Tulane qui affrontait Oklahoma. Oklahoma classé 2e dans le top 25 AP Poll du début de saison. Victoire, alors je spoil direct, victoire 40
à 35 d'Oklahoma. Alors Tulane qui était censé jouer à domicile, mais qui ont été déplacés, c'est une fac qui est située à la Nouvelle-Orléans, qui ont été déplacés finalement du côté de Norman en Oklahoma, donc dans le stade d'Oklahoma, en raison de l'ouragan Aida. Sur le terrain, c'était tout de même les couleurs de Tulane, donc ça c'était quand même très sympa de la part de la fac d'Oklahoma. Un match finalement qui nous a pas rassurés sur à tous les niveaux, je dirais, pour les Sooners. Qu'est-ce que vous avez pensé, Val, Ryan, de ce match? Vous l'avez un petit peu suivi? Ouais, déjà gros carton rouge pour les refs. Bon, de toute façon globalement ils sont nuls, hein, ça vous l'avez déjà entendu l'année dernière. Bah, cette année c'est reparti, ils sont nuls. Je pense que ils sont pas loin de voler la victoire à Tulane, même si on peut pas vraiment savoir, sur une interception de Spencer Rattler. Donc il finit avec 2 inters, mais en soi il doit finir avec 3 inters. Mais après, j'ai plutôt parlé de Tulane, notamment Michael Pratt, le quarterback, qui finit à 296 yards et 3 TD pour 0 inter. C'est pas mal, hein. Il a été vraiment très très bon. Lui qui est que freshman, qui a joué en tant que true freshman, il a été vraiment incroyable. Il a à 10 cm d'aller chercher un first down pour peut-être pouvoir aller chercher la victoire en fin de match. J'ai été vraiment très très agréablement surpris de cette équipe de Tulane, mais ça a aussi montré les énormes faiblesses défensives d'Oklahoma qui, année après année, a une défense merdique. C'est vraiment pas rassurant pour les Sooners. Donc je dirais plutôt, je serais le coach des Sooners, je dirais un grand merci aux arbitres, je pense, pour avoir sauvé vraiment le match. Parce que Spencer Rattler, il a vraiment pas été rassurant, bien qu'il rende une fiche au niveau des compétitions de 30 sur 39. Voilà, il a 1 TD et 2 inters, bon, et même normalement il en a 3. Il a vraiment pas été bon sur ses lectures. Il est capable de super flash, etc. Mais il a vraiment des 2-3 trous par match et bah, ça se concrétise par des inters. Et la défense, hein, la défense quoi, qui se fait martyriser par Tulane. Donc, est-ce que ça suffira pour les playoffs? Je sais pas. Hein. Je sais pas. J'ai pas eu vraiment de joueurs qui je me suis dit putain ouais il est bon. Peut-être ça peut tourner avec 2-3 joueurs. Voilà, même Nick Bonito il finit pas avec un grand match. Billy Bowman finit pas avec un gros match. Enfin, il va falloir corriger ça très rapidement. Mais honnêtement, je pense que c'est un problème, je sais pas, au niveau du coaching défensif d'Oklahoma, parce que voilà, tous les ans c'est pareil. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce match. Pour le coup, moi, t'as déjà fait tout le résumé, quoi. Moi, pour le coup, vraiment, vraiment impressionné par Tulane. Franchement, je pense que c'est peut-être un des matchs coup de cœur de cette Week 1, parce qu'en fait, on a vu une équipe qui avait pas, hormis Pratt, qui avait pas spécialement de gros talent en fait sur le terrain, mais ils ont joué avec un cœur, mais gros comme ça. Pratt, tout le match, il est parti au charbon. En fait, si Rattler avait fait un match comme Pratt, mon avis aurait peut-être changé en fait sur lui, tu vois. C'est pour le coup vraiment gros coup de cœur de Tulane, et justement en fait le mauvais call de l'arbitre rend ça en fait encore plus crève-cœur, parce que justement en face d'Oklahoma, tu avais vraiment cette équipe de Tulane qui laissait ses tripes sur le terrain, quoi. Et qui aurait vraiment, pour le coup, ce match-là, donc pour les auditeurs, Val et moi, on l'a regardé, on l'a regardé ensemble, en fait, on était en direct. Et ouais, plus les minutes est passées, plus on s'est dit, mais en fait, Tulane va le faire, quoi. Et donc, Oklahoma, il n'y avait rien, pas de révolte, rien. Comme l'a dit Val, Spencer Rattler, il est capable d'avoir des flashs, mais en fait, sur ce match-là, à aucun moment je l'ai senti personnellement, encore une fois, c'est mon avis, je ne l'ai pas senti en position de pouvoir porter Oklahoma sur son dos, quoi. À aucun moment, j'ai senti cette aura de QB, de leader. Faut pas oublier qu'on parle de lui quand même au premier tour et dans les premiers pics à l'ouverture de cette saison, et à aucun moment tu le sens en position de pouvoir premier quarterback. Tulane, quoi. Et ça, par contre, en NFL, ça va être compliqué. Hein. S'il a ce manque de leadership, s'il n'a pas de leadership avec des mecs qui ont une vingtaine d'années, quand il va arriver dans un huddle avec des mecs qui ont 28, 30, voire plus. Non, vraiment, ouais, gros coup de cœur pour Tulane, gros point noir pour Oklahoma pour moi. Et puis, comme l'a dit Val, la défense pue la merde. Et au bout d'un moment, il va falloir qu'ils se mettent au niveau, parce que c'est bien beau
de venir à 4 pattes pour rentrer dans la sec, mais vous n'êtes pas à notre table. Vous n'êtes pas à notre table. Et même si on a perdu et qu'on s'est fait upset contre UCLA, venez faire vos zoulettes avec une défense comme ça en sec, vous allez voir. Mais de petite question, vite fait, il y avait pas. Excuse-moi, Val. Il y a pendant la preview que vous avez fait d'Oklahoma, il n'y avait pas une sorte de hype autour d'Oklahoma cette année, comme quoi leur défense c'était pas la même que les années précédentes. Enfin, je sais plus si c'était niveau coaching ou niveau joueur, mais il y avait moi de ce que j'avais entendu, c'est qu'Oklahoma niveau défense c'était pas la même que les années précédentes, quoi. Et finalement peut-être la preuve que si en fait. C'est le cas. Hein. Je pense que la défense d'Oklahoma est meilleure que celle des années précédentes parce qu'il y a plus de talent qui revient. Mais bon, encore une fois, après, comme vous l'avez dit, il faut que ça se matérialise aussi au niveau du coaching défensif et sur le terrain. Sur le papier, elle est meilleure, mais maintenant, il faut mettre tout ça en pratique. Et on ne l'a pas vu hier. J'ai juste 2 petits mots pour finir sur ce match. Si on vous a donné envie de regarder Michael Pratt, notamment, il a pris énormément de coups. Il va falloir que, par contre, que la O-line, elle se bouge un peu le cul parce que 2-3 fois, on a eu l'impression qu'il allait sortir tellement il a pris des gros cartons. Et une grosse mention à Gabe Berkich, le kicker d'Oklahoma, qui a été monstrueux, qui a balancé un field goal à 56 yards. Donc voilà, on ne parle pas assez de ces joueurs-là, mais il a été vraiment monstrueux sur ce match. Il a battu il a égalé le record FBS avec 3 field goals de plus de 50 yards sur le match. Ouais, tout à fait. Un poste très sous-coté qui peut faire gagner un match, justement. Autre match de Big 12. Et là, encore une fois, c'est 2 équipes qui s'affrontaient, qui étaient très proches au classement top 25 de pré-saison. Texas, qui était classé 21e, recevait Louisiana, qui était classé 23e. Louisiana, dont on a fait les éloges et les éloges durant l'intersaison. Augustin, finalement, et à la fin de tout ça, Sarkisian est là. De la même manière que UCLA et LSU, où il y avait un petit parfum d'upset quand même, qui planait autour de la rencontre. Là aussi, on pensait que Louisiane était en mesure d'aller chercher une victoire à Austin face à Texas. Et ce ne fut pas du tout le cas en fait. Texas a complètement maîtrisé son sujet du début à la fin. Ils ont gagné 38-18 avec un très bon Hudson Card, le quarterback freshman qui a pris la place de Sam Ehlinger parti en NFL et qui a obtenu le poste de titulaire aux dépens de Casey Thompson, qui a lui aussi inscrit un touchdown en fin de partie. Non, Texas a vraiment maîtrisé son sujet. Bijan Robinson est un running back exceptionnel, des cuts, il a une vraie vision. Je trouve qu'il me fait penser sur ses courses, et là c'est juste visuel, il me fait beaucoup penser à Saquon Barkley. Bon, après, je lui souhaite d'avoir la même carrière, mais c'est un autre débat. Il termine avec 103 yards à la course, 73 yards en réception et avec un TD dans chacun de ses secteurs. Merci Bébert Latour. Kansas qui aura en tout cas sur cette saison une victoire au moins d'assurée car ils ont gagné face à South Dakota qui est une FCS. Victoire très légère, Kansas, c'était très serré. Northern Iowa qui affrontait Iowa State, également Iowa State pressenti qui était classé très haut dans le top 25. Qui sort d'une très bonne saison, qui était en finale de Big 12 face à Oklahoma l'année dernière. Finalement, ils ont un peu galéré à Iowa face à leur comparse de Northern. C'est une victoire 16-10. J'ai un peu de mal à m'exprimer parce que c'est toujours aussi étonnant que ça. Bristol qui a mis un touchdown, le running back star d'Iowa. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de ce match, sauf que Brock Purdy, d'année en année, ça va de moins en moins. L'ESPN College Game Day sera du côté de Ames, justement, donc du côté d'Iowa State, pour voir la rivalité Iowa State la semaine prochaine. Oklahoma State qui affrontait également Missouri State, donc encore une FCS. Victoire d'Oklahoma State, on fait des bisous à notre cow-boy préféré, Baptiste, qui regardait donc ces cow-boys justement s'imposer assez facilement. Pas grand-chose à dire de ce match, si ce n'est que Spencer Sanders, le quarterback principal, n'a pas pu y participer. Au niveau de la Big Ten, cette fois-ci, allons vers la Big Ten et des scores de folie. On va démarrer avec ce Penn State classé 19e, classement de pré-saison, Wisconsin 12e. Ryan, Val, vous avez un peu regardé cette purge, moi aussi d'ailleurs. Le mot purge, encore une fois, c'est même, je dirais, c'est pas assez, quoi. Voilà, on a regardé un bon match de Ligue 1. Là.
C'était chiant. C'était chiant. Tout à l'heure, on a parlé de Georgia Clemson comme étant un bon match def et un match qui peut être plaisant à voir, même si, enfin, pour les mecs qui kiffent en fait la défense, Clemson Georgia, c'était un bon match. Celui-ci, c'était chiant. On a vu des field goal ratés. C'était nul. C'était juste nul. 0-0 au troisième quart-temps, c'était nul. Le seul vrai kiff que j'ai vécu pendant ce match et qui m'a réveillé un petit peu pour la suite de la soirée et qui a recommencé à me hype, c'est le jump around, quoi. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que je m'endors et c'est parti pour rompiche toute la nuit, quoi. C'était chiant. Juste un petit truc à dire. Penn State qui a transféré Will Levis à Kentucky, pardon, on sait ce qu'il a donné, et Wisconsin qui a transféré Jack Coan à Notre-Dame, on sait ce que ça a donné. Donc problème de joueurs, mais problème de coaching staff et de gérance, si je peux dire, j'ai pas le mot, au niveau des transferts, etc., des joueurs qui sont sur le terrain pour les De gestion. De gestion, voilà, merci. Et pour terminer sur ce match, je rajouterais tout de même, le jeu à la course de Wisconsin continue d'être bon. Ça, c'est un truc qui est assez marqué dans l'histoire récente de la fac. Ils ont toujours des bons running backs. Ils en emmènent pas mal en NFL d'ailleurs. Là, ça continue de bien jouer. Donc voilà. Et puis, il faut quand même donner du crédit, je pense, à la défense de Penn State au quatrième quart-temps, notamment avec cette interception de Jaquan Brisker qui a complètement changé le momentum du match. Indiana, Iowa, ça aussi c'était un très gros match. Et là encore plus serré. Au niveau du top 25, Indiana était 17e, Iowa 18e. Gus, comment ça s'est terminé? Est-ce que tu t'attendais surtout à ce score-là, à cette victoire-là? Enfin, c'était compliqué à prédire ce match. Alors, on va flex un petit peu. Déjà, je ne m'attendais pas du tout à ce que Iowa surdomine Indiana, mais j'avais placé Iowa très haut dans mon top 25. J'espère qu'ils confirmeront à l'avenir cette belle victoire. Donc, Iowa a gagné 34-6 face aux Hoosiers, complètement perdu. Franchement, c'est méconnaissable par rapport à la saison dernière, là où il y avait une sorte de piquant, où il y avait une animation offensive avec, vous savez, ce quatuor composé de Michael Penix, Freifogel, etc. On n'a rien retrouvé de tout ça sur ce match. Et puis, il faut dire que la défense des Hawkeyes a été exceptionnelle, quoi. Le DB Riley Moss a fait 2 pick 6. Donc, il a inscrit 2 touchdowns en tout. Les 2 fois, il remontait le terrain. Bref, il a vraiment... cette escouade de DB a vraiment, on va dire, changé le match à elle seule. Elle a d'ailleurs intercepté une 3e fois Michael Penix, le quarterback, qui revient d'une grave blessure. Ceci peut expliquer cela. Mais voilà, qui a fait un match... un quarterback que Val n'aime pas. Il est impressionnant parfois. L'année dernière, il nous a bien fait kiffer, notamment face à Ohio State, mais sur ce match, il a été affreux et en découle donc une victoire plus que méritée d'Iowa qui se place maintenant comme un très gros concurrent d'Ohio State pour conquérir le titre de la Big Ten. On va continuer et terminer la Big Ten avec déjà Michigan qui a battu Western Michigan 47-14. Plus de 100 000 spectateurs. Non, c'était 110 000 ou 107 000, je ne sais plus. Enfin, 107 000 spectateurs, vous m'avez compris. Et c'est la 294e fois consécutive qu'il y a plus de 100 000 spectateurs présents pour un match de Michigan à Ann Arbor. Donc ça, c'est exceptionnel. Juste encore une fois, voilà. Et ça se fait dans aucun autre sport dans le monde. Voilà. Aucun autre sport. Même au niveau du football professionnel. Mais oui, c'est beaucoup pour l'UNSS. Ça, c'est des étudiants bourrés qui vont voir les matchs juste pour ça. Prochain match d'ailleurs pour Michigan qui accueille Washington. Voilà, c'est à voir. Ça vaut le détour. West Virginia qui se déplaçait du côté de mon Maryland. Go Terps, victoire de Maryland 30-24 avec un Taulia Tagovailoa qui a très bien joué. Il m'a fait plaisir. 3 touchdowns, 0 interception, 332 yards. Pour la faire courte, voilà, on était mené par certains moments. On n'a pas paniqué. La O-line a fait un très bon boulot, mais aussi la défense à certains niveaux, notamment nos DB qui ont été très très bons. 2 interceptions d'ailleurs pour le quarterback de West Virginia, Jared Dog, qui est là depuis 3-4 saisons, donc qui connaît très bien son métier. Voilà, victoire parfaite à domicile, ça fait plaisir, ces 2 équipes qui se valaient. On a réussi à surmonter ce match
si vous jamais voulez plus de détails, contactez-moi, il n'y a aucun problème. En tout cas, merci tonton Tolia. On avait une sorte de derby aussi, alors qui est situé un petit peu, Rutgers, c'est dans le New Jersey, Temple, c'est à Philadelphie, frontière avec le New Jersey. Donc une sorte de derby local un petit peu. Rutgers a gagné ce match. Victoire faramineuse, 61-14. Temple, normalement, qui n'avait pas une si mauvaise équipe. Donc, victoire assez explosive pour le programme de Schiano. Il y a aussi une autre petite info sur Rutgers, ça commence à leur sourire là, ces derniers temps, Gus. On sait que Rutgers retrouve le droit chemin, on va dire ça comme ça. Ils recrutent de mieux en mieux. On sait que le New Jersey est un terrain de recrutement très 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 fertile. Derrière le Texas, la Floride et la Californie, c'est un des meilleurs États du pays. Et leur quarterback, et le Maryland évidemment, mais qui ne commit pas à Maryland. Le quarterback de la classe 2022 Star, top 100 player de cette classe, de cette QV, a décidé de se reclassifier en 2021. Il avait les crédits nécessaires pour le faire, ce qui veut dire qu'il sera dès cette année dans l'équipe avec Rutgers, et lui pourrait être bien le quarterback Star qui va, on va dire, faire avancer encore plus le programme du New Jersey. Eh bien, mon petit Augustin, maintenant qu'on a fini la Big Ten, je vais te laisser nous parler de l'un de tes dada, le Group of Five. On sort du Power 5, donc des 5 grosses conférences. On se dirige du côté des conférences un petit peu plus mineures, mais avec un niveau un petit peu plus léger. Oui, j'ai choisi juste 2 matchs dont il fallait parler. Le premier, c'est Marshall qui bat Navy 49-7. Véritable fessée, pourtant le quarterback Grant Wells n'a pas été bon. Et puis Cincinnati, qui est quand même la 8e équipe du pays à l'IP Poll, qui est un des porte-étendards, on va dire, de cette saison de college football, a battu Miami at Ohio 49-14. Desmond Rider, quarterback star, a été super propre, 20 sur 25, 4 touchdowns, une interception. Il n'a pas eu à forcer son talent, il a laissé après ses running backs faire le taf. Une belle semaine au bureau. Et on va conclure l'épisode sur une grande question. Je vais vous donner chacun la parole. Selon vous, qui est le MVP de la semaine? Qui a été le meilleur joueur cette semaine? Valentin, je vais commencer par toi. Alors moi, du coup, en attaque, ce sera Bailey Zapp, le quarterback de Western Kentucky. Et en défense, j'ai un peu hésité avec Kyle Hamilton de Notre-Dame, mais je pense que Riley Moss mérite mon MVP de cette semaine, le cornerback d'Iowa. Ryan Balayette. J'ai vraiment bien kiffé ce qu'a montré Bijan Robinson de Texas. Donc je pense que MVP offensif, je le mettrai à lui. MVP def, je t'avoue que j'aurais bien pris Kayvon Thibodeau, mais il s'est blessé, il n'a pas joué un match complet. Mais c'est vrai qu'avant ça, il s'allie bien comme il faut la ligne de stats. S'il avait fait le match complet, je pense que je l'aurais mis lui. Là, MVP défensif, j'en ai pas. Je vais plutôt mettre la défense de Georgia. Très bien. Pour toi, Kevin? En fait, Ryan a la même idée que moi, c'est que j'aurais bien dit Thibodeau. Encore une fois, en petit tweet de France Ducks, au passage, en moins de 10 snaps jusqu'à ce qu'il se blesse, il fait un QB, une pression QB, un sac, un force fumble, une balle tipée. Enfin, il était parti pour le match de sa carrière et il se blesse. Donc, et un peu comme Val là-dessus, j'hésitais entre Kyle Hamilton, mais après, comme il dit, le corner d'Iowa, Riley Moss, qui met quand même 2 pick six. Je pense que c'est dur de pas lui donner le MVP défensif. Et en attaque, par contre, je vais mettre Kenneth Walker the third, le running de Michigan State, qui met juste 264 yards et 4 rushing touchdowns en seulement 23 courses. Donc pareil, là c'est une grosse production avec pas un énorme sample, donc je pense qu'il mérite là aussi côté offensif. Et la transition est toute trouvée, puisque moi mes MVP sont aussi Kenneth Walker de Michigan State, le transfert de Wake Forest, et Riley Moss qui a l'air de faire l'unanimité dans le podcast. Moi, MVP défensif, je vais mettre Kyle Hamilton pour te faire plaisir, Mangus, qui a fait un très bon match donc pour Notre-Dame, 2 interceptions, dont une assez exceptionnelle. Il va chercher le ballon jusqu'à la sideline, il est à peu près au milieu du terrain, c'est incroyable. Il commence sur la chemin de droite. Elle est insane, l'interception.
En attaque, j'hésitais entre deux running backs, Zach Charbonnet et Bijan Robinson, mais je vais m'orienter vers un autre poste et ça sera pas le quarterback. Tolia, je suis désolé, même si j'y pensais fort. Franchement, je pensais que t'allais mettre Tolia, gros. Non, j'essaie d'être. Je suis pas un mec. Moi, je suis pas comme l'autre fan des Mo et Jones. Je pense à Keishon Boutte, le receveur d'LSU, 148 yards, 3 touchdowns, pour peu de réceptions en plus. Énorme match malgré la défaite. Lui, au moins, il a fait briller son offense et ça, bah voilà, c'est important aussi. En sachant comme l'a dit Ryan, il a plus ou moins joué qu'une seule mi-temps. Hein. Enfin, il a joué qu'une oui, seule. tout à fait. La première mi-temps, ils l'ont juste pas target du tout et il fait toute sa production en une mi-temps, quoi. C'est grave. Mais après, tu vois, le problème que j'ai moi avec ça, c'est que j'arrive pas à choisir des MVP qui n'ont pas fait gagner leur équipe, tu vois. Et Dieu sait que je kiffe Keishon Boutte et que moi aussi, hein, ça m'a traversé l'esprit, mais je peux pas. Oui, il a été ouf, mais il nous a pas fait gagner au final, donc il est bien beau le MVP des losers. Avec 3 touchdowns, avec 3 touchdowns, il aurait mérité. C'est ce que j'aimerais mettre en lumière justement. Eh bien, merci. En tout cas, pour cet épisode de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on se retrouve donc samedi à 17h sur The Trick Play Podcast sur Twitch pour un live qui va présenter la journée de college football, la week 2. On se retrouve la semaine prochaine, début de semaine prochaine, pour le podcast review de la week 2. Et on vous fait des gros bisous. On vous remercie de nous écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur des sites, sur des Twitter. Hein. Il y a Youngstar Observatory, il y a Mind Night Campus. On leur fait des gros bisous à tous. Voilà, eux aussi sortent un petit peu les résultats. Et puis surtout, ils parlent pas mal des joueurs. Hein. Ils ont fait pas mal de previews pour la saison. Donc voilà, tous les joueurs qu'on vous cite sont dans leur doc. N'hésitez pas. On vous dit à la prochaine. Et merci tout le monde. Salut. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.